Question 1. Après avoir consommé de l'alcool, ma sensibilité à l'éblouissement augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc la nuit forcément, des fois on est ébloui à cause des lumières, des phares des autres véhicules. Et oui, l'alcool augmente la sensibilité donc à l'éblouissement. Donc oui, réponse A. Question 2. Je dépasse le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'était une question vidéo, dans ce genre de vidéo, donc forcément, il faut regarder bien ce qui se passe autour de nous, donc forcément ce qui se passe devant, mais aussi dans les rétros, hein. Souvent les questions sont souvent dans les rétros. Et si vous avez bien fait attention, donc on avait un véhicule rouge, et derrière ce véhicule, on avait un véhicule qui nous a dépassé. Et là, on le voit pas parce qu'il se trouve soit dans le rétro ici ou soit dans l'angle mort, mais on a un véhicule juste à côté de nous. Donc non, je ne dépasse pas puisque j'ai un véhicule juste à côté. Donc on va remettre la vidéo et vous allez bien regarder. Et au moment où la vidéo s'arrête, on voit bien qu'on a un véhicule à côté de nous. Donc bonne réponse B. Question 3. Le rétroviseur intérieur possède une position nuit limitant l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le rétroviseur intérieur, donc c'est celui-ci. Donc oui, il possède une position nuit. Donc on l'actionne grâce à cette petite languette, donc on la pousse vers l'arrière, ce qui va changer l'orientation du rétro. Et à l'intérieur, en fait, on a un filtre qui fait en sorte que c'est plus sombre. Donc vous voyez par exemple ici, on voit la vitre arrière, là la vitre latérale, l'appui-tête, et on voit que c'est plus sombre. Et si on regarde bien, on redevine la vitre. Vous voyez, c'est la même qu'ici, mais là elle est beaucoup plus claire. Donc on a bien une position nuit. Donc si le rétro, on l'oriente différemment, ça permet d'assombrir le rétro. Donc bonne réponse A. Question 4. En cas d'accident, si une victime ne respire plus, j'utilise ce défibrillateur même si je n'ai aucune formation de secourisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce défibrillateur, c'est ce qu'on appelle un défibrillateur automatisé.
Donc, c'est-à-dire que même si on n'a aucune formation de secourisme, on peut l'utiliser. C'est-à-dire que il va nous donner les consignes, les choses à faire, donc étape par étape. Donc, même si je suis novice, je peux bien sûr utiliser ce défibrillateur. Il va m'expliquer étape par étape ce qu'il va falloir faire. Donc, oui, je peux utiliser. Donc, à condition bien sûr que la victime ne respire plus. Alors même si, je vous fais un petit rappel, même si la victime n'est pas en arrêt cardiaque, donc on peut l'utiliser, ce n'est pas dangereux, car la machine, le défibrillateur va forcément donc analyser si vraiment la victime est en arrêt cardiaque ou pas. Donc des fois on a des questions comme ça. Donc même sur une personne qui n'est pas en arrêt cardiaque, on peut utiliser ce défibrillateur, forcément il ne fera rien. Mais voilà, on ne peut pas se tromper avec ce genre d'appareil. Donc bonne réponse A. Question 5. Avec ce chargement, j'adapte ma conduite pour tenir compte du changement de comportement de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, j'ai installé une galerie des barres de toit et j'ai posé des vélos sur mon véhicule. Donc forcément, je vais adapter ma conduite par rapport à ce chargement. Donc déjà, tenir compte de la hauteur de ce chargement. Donc si je passe sur des endroits forcément très bas, donc il faut tenir compte pour l'oublier. Et forcément, donc, comme ça fait quand même un petit poids, faire attention un peu plus dans les virages, voilà, au changement par rapport au poids, donc à la force sur les côtés. Donc oui, bien sûr, je vais adapter ma conduite par rapport à ce chargement. Question 6. Avec le piéton, je laisse un espace de sécurité de 0,50 m, réponse A, 1 m, réponse B, 1,50 m, réponse C. Alors, avec ce piéton, donc je vais passer à côté de lui, donc il faut laisser un espace de sécurité de combien? Alors je vous rappelle, donc ça change si on est en ville, en agglomération ou hors agglomération. Donc là on voit bien par rapport au paysage qu'on a en ville, on est en agglomération et en agglomération il faut laisser au minimum 1 mètre entre moi et le piéton. Donc je laisse un espace de sécurité donc de 1 mètre. Réponse B. Question 7. Une propreté insuffisante des feux du véhicule diminue la visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si mes feux sont sales, donc forcément les feux auront une moins bonne efficacité, donc c'est-à-dire que la lumière va moins passer. Donc forcément, donc si en plein jour il fait très sombre, donc j'ai besoin des feux pour éclairer, pour y voir au loin, et forcément la nuit, donc mes feux vont moins bien éclairer. Et du coup, je vais moins bien voir, et forcément ça va diminuer ma visibilité. Donc oui, bonne réponse A. Question 8. J'emprunte cette voie si je suis abonné au télépéage. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'emprunte cette voie si je règle par carte bancaire. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Alors si j'utilise cette voie, donc là on arrive à un péage d'autoroute, donc il va falloir s'acquitter du montant du péage. Donc on a au-dessus à chaque fois comment je peux régler si j'emprunte cette voie. Donc vous voyez, donc si je passe sur cette voie-là, donc déjà il faut que ce soit un véhicule léger, hein, par exemple une voiture, et on peut deviner donc la petite main avec une carte. Donc là je peux payer par carte bancaire. Là, vous voyez, c'est écrit carte de crédit. Alors par contre ce symbole, donc ce qu'on appelle le télépéage. Et vous voyez bien, c'est réservé au télépéage. Alors qu'est-ce que c'est le télépéage? Donc c'est un abonnement qu'on souscrit. Donc on reçoit du coup un petit badge et quand on va passer devant un détecteur, ça va donc nous enregistrer et ça va nous facturer donc sur notre compte le montant du péage. Donc comme ça on peut payer tous les mois, surtout si par exemple voilà, pour travailler on utilise tous les jours cette route là, donc on peut passer par le télépéage au lieu de s'arrêter à chaque fois pour payer. Comme ça on aura juste une facture du mois. Donc c'est réservé uniquement au télépéage. Donc je peux emprunter cette voie si je suis abonné au télépéage, donc oui. Par contre, si je règle par carte bancaire, non. Donc bonne réponse A et D. Question 9. Téléphoner en conduisant perturbe la prise d'informations visuelles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si je téléphone en conduisant, donc qu'est-ce qui se passe? Donc le problème c'est que mon cerveau est concentré en partie sur la conversation. Ce qui fait que je vais être moins concentré sur ma conduite, donc moins concentré sur les informations visuelles, sur aussi ce que je vais pouvoir entendre, hein, un klaxon, le bruit d'un moteur, etc. Donc voilà. Donc forcément, comme je suis moins concentré sur ma route, donc toutes les informations visuelles, mon cerveau en fait ne peut pas analyser toutes les situations, tout ce qu'on voit. Donc il est obligé de sélectionner. Et en plus, donc s'il est comme je vous ai dit, donc il est pas concentré 100% sur la conduite. Donc, par exemple, on est concentré 50% sur notre conversation et 50% sur ce qui se passe devant nous. Ben, ça fait encore des choses en moins à voir. Donc, bien sûr, ça va perturber l'information visuelle. Un piéton qui, par exemple, va traverser, et ben, mes yeux vont le voir, mais mon cerveau n'aura pas le temps d'analyser cette information. Donc, je risque de ne pas voir le piéton. Donc oui, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas téléphoner, il faut être concentré 100% sur sa conduite. Donc bonne réponse A. Question 10. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là nous arrivons donc juste derrière un bus ou un car, donc qui a mis ses feux de détresse. Donc pourquoi? Parce que il doit sûrement donc s'arrêter pour prendre des passagers. Donc dans ce cas-là, bien sûr, c'est autorisé à dépasser, hein, puisque ce véhicule est à l'arrêt. Par contre, est-ce que la situation fait que je peux dépasser en toute sécurité? Est-ce que forcément, un dépassement, il faut toujours, même si on a le droit, il faut toujours le faire en sécurité. Et là, le problème, donc, on est à l'abord d'un virage sans visibilité. Donc si jamais je commence à dépasser ce car, si un véhicule arrive au même moment
en face, forcément vous imaginez ce qui va se passer. Donc forcément c'est beaucoup trop dangereux. Donc dans ce cas-là il faut patienter, rester derrière. À un moment il va bien sûr repartir, et comme ça je vais pouvoir reprendre mon chemin. Il ne faut pas être à 30 secondes, 1 minute près. Tant pis, même si on a un rendez-vous, faut mieux être une minute en retard que de perdre autre chose, la vie, ou d'être blessé grièvement. Donc je dépasse, non, il faut rester patient. Réponse B. Question 11. Cet enfant, installé sur un réhausseur, voyage en sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors cet enfant, donc, c'est marqué installé sur un réhausseur, donc ça c'est très bien. Sauf que bien sûr il nous manque une chose importante, c'est sa ceinture de sécurité. Donc même si elle est rehaussée, il n'y a aucune ceinture, donc non, elle ne voyage bien sûr pas en sécurité. Donc bonne réponse B. Question 12. La vitesse de mes essuie-glaces est trop lente, réponse A. Adaptée, réponse B. Trop rapide, réponse C. Alors on peut apercevoir sur la photo que y a beaucoup d'eau sur le pare-brise, ce qui fait que bien sûr la vitesse de mes essuie-glaces est trop lente. Ils doivent donc balayer trop lentement, ce qui fait que l'eau a le temps de s'infiltrer. Donc il faudrait forcément augmenter la vitesse des essuie-glaces pour que les essuie-glaces puissent évacuer l'eau plus rapidement. Donc la vitesse de mes essuie-glaces est trop lente. Bonne réponse A. Question 13. L'indice important se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Donc ici nous arrivons un petit peu dans un centre-ville. Donc dans la zone A, nous avons un panneau qui nous oblige à contourner certains pleins centrales par la droite. Dans la zone B, nous avons un véhicule qu'on est en train de suivre, il est forcément assez loin. Et dans la zone C, nous avons un piéton. Donc apparemment il doit sortir de son véhicule et il empiète donc sur la chaussée. Et forcément il nous gêne beaucoup sur notre passage. Donc forcément l'indice le plus important est dans la zone C, déjà donc c'est celui qui est plus près, et c'est celui qui bouge, qui est mobile. Donc en plus apparemment ce piéton ne nous regarde pas, est-ce qu'il nous a vu? On ne sait pas. Donc forcément l'indice le plus important, la zone C. Question 14. Témoin d'un accident qui vient de se produire, si j'omets d'appeler les secours, je risque une peine de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une amende de 75 000 euros. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si je suis témoin d'un accident donc, qui vient se produire, et j'omets, donc c'est-à-dire je n'appelle pas
les secours. Donc c'est très grave, c'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Donc forcément c'est très grave, hein, parce que si la personne décède, alors que si on aurait appelé les secours, elle aurait pu survivre, forcément c'est très très grave. Donc bien sûr je risque une peine de prison et je risque une amende de 75 000 €. Alors forcément ça c'est les peines maximales, hein, mais le juge peut donc donner ces peines-là. Donc oui, dans les deux cas. Donc bonne réponse A et C. Question 15. En anticipant une situation, je réduis mon temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, anticiper une situation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, anticiper, c'est prévoir à l'avance. Et si je prévois, je vais être moins surpris. Alors, par exemple, ici, on a une situation, on arrive à un carrefour où on a un feu vert. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette situation? Donc, on peut anticiper, se dire à l'avance, ah, ce feu peut tout d'un coup changer de couleur. Il peut passer à l'orange. Donc, en se disant ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va basculer notre pied donc au-dessus du frein. Ce qui fait que si jamais, hop, il passe à l'orange, je vais pouvoir réagir plus rapidement. Donc, au lieu d'avoir le pied sur l'accélérateur, j'ai déjà mon pied face au frein et forcément ma réaction va être plus courte. Donc, forcément, je réduis mon temps de réaction. Mon temps de réaction va être plus court. Donc, bonne réponse. Ah, c'est pour ça que bien sûr on dit toujours quand on conduit, il faut toujours anticiper le maximum pour éviter d'être surpris. Donc bonne réponse A. Question 16. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici nous arrivons donc face à des panneaux temporaires. Donc pourquoi temporaires? Puisqu'ils sont mis, vous voyez, sur des trépieds. Donc c'est pas des panneaux ce qu'on appelle permanents, c'est-à-dire qu'ils sont là tout le long de l'année. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc non, ce sont des panneaux temporaires. Alors qu'est-ce qu'ils annoncent? Donc ce panneau annonce une interdiction de dépasser. Celui-ci donc annonce une circulation alternée. Donc ça veut dire que une circulation alternée, donc c'est qu'on passe pas les deux sens au même moment. Donc soit ça va être à nous, notre sens de passer, ou à contrario, donc ce sera l'autre sens qui passera, puisqu'il y aura des travaux. Donc généralement on a soit des feux tricolores qui vont nous dire si on peut passer, si c'est à nous de passer ou ceux qui arrivent en face, ou on peut avoir aussi donc des agents avec des piquets mobiles. Donc généralement c'est des ronds. Et donc soit il y a le rond vert pour nous dire de passer, soit on a le sens interdit pour nous dire de ne pas passer. Donc est-ce qu'on s'arrête immédiatement? Donc non, on n'a aucune raison de s'arrêter tout de suite. Par contre, je me prépare à m'arrêter parce que oui, bientôt on aura une circulation alternée. Donc pour l'instant on la voit pas, mais peut-être après le virage là-bas, ce sera forcément une circulation arrêtée. Donc je vais me préparer à m'arrêter. Donc bonne réponse B et C. Question 17. Les pôles intermodaux facilitent l'usage de modes de transport alternatifs à l'automobile. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, qu'est-ce que c'est les pôles intermodaux? Donc les pôles intermodaux, ce sont donc des parkings donc pour les automobiles, donc qui sont situés en périphérique d'une grande ville. Donc c'est-à-dire tout autour d'une ville. À quoi ça sert? Donc ça sert à ranger sa voiture, ce qui va nous permettre ensuite d'utiliser des transports, donc style donc les bus, le tramway, etc., ou les taxis éventuellement, pour accéder au centre-ville, ce qui permet d'avoir moins de voitures, de véhicules dans le centre-ville. Donc oui, hein, ça facilite l'usage de modes de transport donc alternatifs, c'est-à-dire autres que l'automobile. Donc bonne réponse A. Question 18. La vision centrale de mon champ visuel me permet de voir avec précision les informations situées devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les informations situées sur les côtés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc la vision centrale de mon champ visuel, donc le champ visuel, hein, c'est tout ce qu'on voit devant nous, et central, forcément, c'est le centre. Donc bien sûr, ça permet de voir avec précision les informations situées devant moi. Donc vous voyez, par exemple, on voit très bien les informations qui sont devant nous. Par contre, sur les côtés, donc voilà, entre guillemets, ça devient flou, et on observe forcément, on est moins attentif à ce qui se passe sur les côtés, et même quasiment ne pas voir du tout ce qui se passe sur les côtés. Parce que plus on va rouler vite, plus le champ visuel justement se rétrécit. Donc vous voyez, donc, par exemple à 130 km/h, on va voir que cet espace-là. Tout ce qui va se passer sur les côtés, le cerveau ne peut pas analyser. Parce que ça va vite, il peut analyser que ces informations-là. Donc devant moi, oui, mais pas sur les côtés. Donc bonne réponse A et D. Question 19. L'allumage de ce témoin impose l'arrêt immédiat. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce témoin, qu'est-ce qu'il annonce? Donc, il annonce qu'on n'a plus beaucoup de carburant. On arrive sur la réserve. Donc, c'est un voyant de couleur orange. Alors, ce qu'il faut savoir, les voyants qui imposent l'arrêt immédiat, c'est-à-dire tout de suite, c'est les voyants de couleur rouge. Tout ce qui est voyant de couleur orange, on peut continuer à rouler. Il faut y prêter attention à ce voyant. Donc là par exemple j'ai plus beaucoup d'essence, donc il faut y prêter attention parce que il va falloir un moment forcément faire le plein d'essence. Mais voilà, ça m'empêche pas dans l'immédiat de rouler. Je peux encore continuer à rouler. Donc voilà, les voyants de couleur rouge imposent l'arrêt. Les voyants de couleur orange n'imposent pas l'arrêt, mais il faut y prêter attention. Donc impose l'arrêt, donc non. Bonne réponse B. Question 20. Je suis bien placé pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'indique à droite immédiatement. Réponse C. À hauteur de l'intersection. Réponse D. Donc ici nous arrivons à une intersection, donc gérée par des feux
tricolore, et on a des voies de stockage, ce qui permet au véhicule de se positionner suivant la destination où ils vont. Donc nous, on veut tourner sur la droite, hein, c'est notre souhait. Donc est-ce que je suis bien placé pour tourner à droite? On voit devant nous, donc on a cette flèche-ci, donc une flèche qui nous dit qu'on peut bien sûr tourner à droite, et si on souhaite aussi, on peut continuer tout droit. Donc j'ai la flèche à droite, je suis bien placé le plus à droite possible, donc oui, je suis bien positionné pour tourner à droite. Donc cette voie-là, hein, on ne peut pas utiliser, c'est une bande cyclable, donc non. Alors j'indique pour tourner à droite, donc à quel moment? Eh bien, il faut toujours prévenir le plus tôt possible. Donc il ne faut pas, comme précisé, à hauteur de l'intersection. Donc à hauteur de l'intersection, c'est-à-dire à peu près ici, ce serait donc juste avant de tourner. Ce qui n'est, on ne prévient pas à l'avance, hein, les autres usagers vont être surpris. Donc il faut le faire tout de suite, hein, je dirais même on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Donc pour prévenir tous ceux qui sont surtout derrière, devant moi, sur les côtés, qu'on tourne à droite. Comme ça, les autres usagers peuvent anticiper notre changement de direction. Donc je suis bien placé, oui, et j'indique avec le clignotant à droite, hein, immédiatement que je tourne. Bonne réponse A et C. Question 21. Le programme de stabilité électronique, ESP, permet de corriger la trajectoire du véhicule. Réponse A. Prendre les virages plus rapidement. Réponse B. Alors le ESP, hein, donc c'est le programme de stabilité électronique. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un programme donc informatique, électronique, qui vérifie donc la stabilité du véhicule. Donc si jamais le véhicule perd son adhérence, ça va essayer de corriger sa trajectoire. Donc par exemple lors d'un virage. Donc voilà, mais forcément, hein, la physique est là, on peut pas, donc ça ne nous permet pas de prendre les virages plus rapidement. Je ne veux pas un virage, par exemple, qu'il faut en temps normal prendre à 50 km/h, je ne vais pas pouvoir le prendre à 150 km/h. Hein. Même avec un ESP, ma voiture ne pourra pas tourner. Forcément, ça c'est limite. Hein. Donc même si on a un véhicule très moderne, qu'on a l'ABS, le SP, etc., on a plein d'aides, donc il ne faut pas se mettre forcément dans une situation dangereuse. Il faut toujours rouler normalement. Hein. Donc ça permet de corriger la trajectoire du véhicule, mais ça a ses propres limites. Réponse A. Question 22. L'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi est suffisant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous nous trouvons sur une voie rapide ou une autoroute. Donc pour savoir l'intervalle de sécurité, s'il est bon avec le véhicule que je suis, c'est assez simple, il faut laisser deux grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. On voit bien qu'ici nous n'en avons que un, donc entre guillemets on a la moitié de la bonne distance de sécurité. Donc là non, hein, il faut laisser deux grands traits. Donc est-ce que la distance de sécurité est suffisante? Donc non, bonne réponse B. Question 23. En voyage dans un pays européen, j'utilise ce document en cas d'accident. Oui, réponse A. Non,
réponse B. Alors ce document, qu'est-ce que c'est? C'est donc un constat amiable, hein. Vous voyez, c'est écrit dessus. Et comme c'est écrit dessus, donc c'est un constat européen. C'est-à-dire que bien sûr, on peut l'utiliser dans tous les pays, donc bien sûr européens. Donc bien sûr, j'utilise en cas d'accident ce document qui est un constat amiable. Donc oui, bonne réponse A. Question 24. Sur un véhicule, un dispositif d'échappement défectueux augmente les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le bruit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc un échappement donc, qui est défectueux, hein, qui peut avoir des trous, hein, par exemple. Donc bien sûr, ça augmente les émissions polluantes, hein. Si c'est, par exemple, il y a des trous avant, voilà, ce qui permet d'éliminer les émissions polluantes, hein. Par exemple un catalyseur, un FAP, un filtre à particules. Si c'est percé avant, forcément, ça va pas donc être éliminé. Et ça augmente bien sûr le bruit, hein. Donc bonne réponse A et C. Question 25. Je surveille particulièrement le comportement d'un piéton lorsqu'il regarde son téléphone en marchant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc bien sûr, hein, il faut, surtout en ville, il faut surveiller donc le comportement des piétons. Si par exemple ils vont pas traverser tout d'un coup sans regarder, ce qui peut être le cas bien sûr d'un piéton qui est en train de regarder son téléphone. S'il regarde son téléphone, il peut pas regarder autour de lui, donc tout d'un coup il peut se mettre à traverser sans vérifier s'il y a un véhicule qui arrive. Donc bien sûr il faut faire attention à ces piétons. Donc bonne réponse A. Question 26. En cas d'accident violent, l'absence de ceinture de sécurité facilite l'évacuation du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas d'accident violent, hein, donc l'absence de la ceinture de sécurité, est-ce que ça facilite l'évacuation du véhicule? Alors forcément, une fois qu'il y a eu l'accident, oui, hein, mais il faut bien sûr avoir sa ceinture de sécurité justement pour limiter donc les risques de blessures très graves. Lors d'un accident, forcément, on aura beaucoup plus de blessures si on n'a pas sa ceinture que si on a sa ceinture. Donc il faut forcément garder sa ceinture de sécurité. Donc bonne réponse B. Question 27. Le danger immédiat se trouve en zone A, réponse A, zone B, réponse B, zone C, réponse C.
Alors, dans les zones, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans la zone A, on a donc 2 piétons qui traversent. La zone B, donc on est en train de suivre un véhicule. Et la zone C, donc on a un panneau de signalisation qui nous annonce bientôt une priorité à droite, une intersection, on doit céder le passage à droite. Et on peut l'apercevoir ici. Alors le danger immédiat se trouve en quelle zone? Donc immédiat, ça veut dire tout de suite. Donc bien sûr, le plus proche, ça va être les piétons. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir s'arrêter pour laisser passer ces piétons. Donc bonne réponse A. Question 28. Un véhicule hybride participe à la réduction de la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un véhicule hybride, qu'est-ce que c'est? Donc hybride, c'est-à-dire que ça va utiliser deux technologies différentes, c'est-à-dire deux moteurs différents. Donc généralement, c'est un moteur essence à un carburant, donc accouplé à un moteur électrique, donc un moteur thermique plus un moteur électrique. Donc comment ça marche? Donc soit on va utiliser dans certaines conditions le moteur thermique avec de l'essence, ou dans certaines conditions on va utiliser le moteur électrique. Donc généralement quand on roule pas très vite, en ville, c'est le moteur électrique qu'on utilise. Et forcément quand on va utiliser le moteur électrique, on va consommer bien sûr moins de carburant. Donc oui, bonne réponse A. Question 29. Dans cette circulation dense, la circulation interfile est autorisée pour les motocyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette circulation dense, c'est-à-dire lors des embouteillages, donc la circulation interfile. Donc interfile, c'est-à-dire donc une file, là par exemple on en a 4, 1, 2, 3, 4. Donc la circulation interfile, c'est-à-dire entre les fils. Et forcément, il n'y a que les motocyclistes, donc les motos, qui peuvent passer bien sûr entre les fils de véhicules. Donc bien sûr, dans certains départements, donc notamment le département Bouches-du-Rhône, donc bien sûr c'est autorisé en cas de circulation dense. Donc ces motocyclistes, oui, ces motos ont le droit de faire là ce qu'ils sont en train de faire, donc de passer entre les fils de véhicules. Donc bonne réponse A. Question 30. Je règle mon siège en profondeur afin de garder ma jambe légèrement fléchie lors du débrayage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors pour régler mon siège en profondeur, qu'est-ce que c'est la profondeur? C'est je vais avancer ou reculer mon siège, savoir si je suis trop proche ou trop loin. Alors comment on règle ce siège, savoir si on est trop proche ou trop loin? Donc en débrayant à fond, c'est-à-dire qu'on appuie à fond sur la pédale d'embrayage, donc avec le bout du pied comme sur la photo, il faut que notre jambe soit légèrement fléchie. Il ne faut pas qu'elle soit tendue, légèrement fléchie. Donc oui, c'est bien ça. Donc si je règle mon siège en profondeur, il faut que ma jambe soit légèrement fléchie lors du débrayage, quand j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage.
Bonne réponse A. Question 31. Avant un long trajet, je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie l'état de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, avant un long trajet, je prépare mon itinéraire. Donc, bien sûr, parce que généralement, je ne connais pas par cœur la route. Donc, bien sûr, je vais préparer mon itinéraire. Alors, il y a plusieurs moyens, hein. Soit une carte routière, ou alors on peut aller sur Internet, hein. On prépare donc, en mettant l'itinéraire, on voit par quelle route emprunter, quelle ville on traverse, éventuellement où faire des pauses, etc. Donc voilà, préparer à l'avance, toujours anticiper. Hein, comme je disais tout à l'heure, quand on conduit, il faut toujours essayer d'anticiper. Et surtout de préparer l'itinéraire, ça permet de ne pas paniquer. Hein, parce que quand on ne sait plus notre route, on est perdu, on panique, on est concentré justement, donc est-ce que je tourne à gauche, est-ce que je tourne à droite? On est concentré sur notre itinéraire et pas concentré sur la route, sur les dangers de la route. Donc ça, c'est très 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 important, toujours de préparer son itinéraire pour éviter les accidents et éviter le stress. Et je vérifie l'état de mon véhicule, bien sûr. Hein. Donc voilà, il faut tout vérifier, la pression des pneus, l'état des feux, etc. Hein. Forcément, ça c'est très important. Donc bonne réponse A et C. Question 32. Pour dépasser le véhicule devant moi, je change de voie immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour dépasser le véhicule devant moi, donc devant moi, c'est-à-dire ce véhicule, est-ce que je change de voie immédiatement? Alors, pour changer de voie, il y a plusieurs choses à faire avant d'effectuer un changement de voie. Déjà, première chose, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai l'autorisation de dépasser? Donc, il n'y a pas de panneau qui m'interdit de changer de voie. Par contre, on a cette petite ligne au centre où les traits, vous voyez, sont rapprochés. C'est une ligne différente de d'habitude. Vous voyez, dans le rétro, les traits sont rapprochés et avant, les traits étaient très espacés. Alors cette ligne, donc lors des sorties sur autoroute, interdit de se rabattre. C'est-à-dire, par exemple, ce véhicule n'a pas le droit de revenir dans la voie de droite. C'est pour éviter qu'au dernier moment, les véhicules se disant j'ai oublié la sortie, ils coupent tout. Par contre, donc on a le droit de dépasser, c'est-à-dire de passer de la voie de droite à la voie de gauche. Donc j'ai le droit de dépasser. Il faut aussi vérifier si on peut le faire. Si par exemple il n'y a personne qui nous dépasse. On aperçoit du coup dans le rétro qu'il n'y a strictement personne, très bien. Sauf que le souci dans cette situation, c'est que on a ce véhicule. Le problème, si je me déporte tout de suite sur la gauche, je ne vais pas avoir une bonne distance de sécurité. Donc dans ce cas-là, il faut attendre un petit peu que ce véhicule prenne de la distance et ensuite je vais pouvoir me mettre derrière ce véhicule pour dépasser celui-ci. Donc pour l'instant, le problème, voilà, c'était la distance de sécurité. Si je me déporte tout de suite et que tout d'un coup ce véhicule freine violemment, je n'aurai pas forcément le temps de réagir. Donc pour l'instant, je change de voie immédiatement, donc non. Bonne réponse B. Question 33. Dans cette situation, les feux adaptatifs orientables améliorent la visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, qu'est-ce que les feux adaptatifs orientables? Donc orientables, en fait, c'est des feux qui vont s'orienter, donc c'est-à-dire qu'ils vont tourner soit à gauche, soit à droite, suivant donc le virage. Forcément, si on va avoir un virage à droite, les feux auront tendance à tourner sur la droite. Donc vous voyez, par exemple, on a un véhicule qui n'a pas de feu adaptatif orientable, ce qui fait que dans le virage, est-ce que je vois bien au loin ce qui se passe dans le virage? Eh ben non. Donc avec des feux adaptatifs, les feux vont tourner, ce qui va me permettre de voir plus au loin dans le virage ce qui se passe. Donc bien sûr, ça améliore la visibilité, et surtout forcément dans cette situation, quand il fait nuit, au niveau des virages. Donc bonne réponse A. Question 34. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer jusqu'à 4 points, réponse A, récupérer jusqu'à 6 points, réponse B, réfléchir au changement des habitudes de conduite, réponse C. Alors, un stage donc de sensibilisation à la sécurité routière, donc ça permet de récupérer jusqu'à 4 points, hein, donc et non 6 points. Alors pourquoi jusqu'à? Parce qu'on ne peut pas dépasser forcément nos points maximales. Par exemple, donc j'ai mon permis depuis longtemps, donc mon permis est entre guillemets noté sur 12 points. J'en ai 10, si je fais un stage, je vais pas avoir plus 4, je vais pas avoir 14 points. Je vais récupérer tous mes points, mais jusqu'à la hauteur maximale que je peux avoir. Donc là, par exemple, c'est-à-dire 12 points. Donc c'est pour ça qu'on dit jusqu'à 4 points. Et bien sûr, ce stage, hein, ça permet donc avec un dialogue de réfléchir au changement des habitudes de conduite, parce que si j'ai perdu des points, c'est que j'ai fait des bêtises. Donc ça va nous inciter justement à changer nos habitudes de conduite pour éviter d'avoir une conduite dangereuse. Donc bonne réponse A et C. Question 35. Pour éliminer totalement 2 verres d'alcool servis dans un bar, il faut environ 6 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour répondre à cette question, donc il faut savoir plusieurs choses. Donc déjà, on nous parle de 2 verres d'alcool servis dans un bar. Alors pourquoi là on précise dans un bar? Parce que dans un bar, ce sont vraiment des doses précises. Voilà, si par exemple on va chez des amis, etc., forcément c'est pas des doses précises, donc on ne sait pas réellement la quantité d'alcool. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va dans un bar, si on prend un verre d'alcool, on va avoir 0,20 grammes par litre de sang. D'accord? Donc là on va strictement parler dans le sang, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 mesures, soit dans l'air, soit dans le sang. Hein. Donc là on va bien parler que dans le sang. Donc savoir voilà, que 1 verre d'alcool dans un bar est égal à 0,20 grammes. Donc là j'en prends 2, ce qui va nous donner 0,40. Donc il faut environ combien de temps pour éliminer 2 verres d'alcool? Donc on va éliminer à peu près, hein, après ça dépend des personnes, etc. Mais on élimine à peu près 0,10 grammes toutes les heures, donc 0,10. Alors à savoir, attention que je ne vais pas éliminer tout de suite. Je vais éliminer, si je ne mange pas, à peu près 1 heure après l'absorption. C'est-à-dire donc pendant 1 heure, déjà le taux
ne baisse pas. Et ensuite, ça va baisser environ de 0,10 donc par heure. Ce qui nous fait donc 1 heure où ça va pas bouger, plus éventuellement 4 heures à éliminer ces deux vers. Ce qui va nous faire, alors tout ça forcément c'est des environs. Hein. Et là ce qui est bien précisé dans la question, on est à environ 6 heures. Nous notre calcul on serait plus aux alentours de 5 heures. Mais voilà, c'est des environs. Donc on peut mettre oui, 6h30 par exemple 9 heures. Là il y aurait un trop gros écart. Donc il aurait fallu mettre non. Hein. 6h30 par exemple 3 heures. Pareil, il y a trop gros écart. Mais là on est à peu près entre 5-6 heures. On est pas mal. Donc c'est environ bien sûr. Donc bonne réponse A. Donc je vous rappelle ce qu'il faut retenir. Un verre d'alcool est égal à 0,20 g et on élimine à peu près 0,10 g toutes les heures. C'est-à-dire donc à peu près un verre, il nous faut à peu près 2 heures pour l'éliminer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça, on commence à éliminer 1 heure après l'absorption. Donc bonne réponse A. Question 36. Le temps de réaction moyen d'un conducteur est d'environ 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. Alors le temps de réaction, donc en moyenne, forcément il peut être plus long, plus court si on anticipe bien. Donc c'est environ 1 seconde. Donc voilà, ça il faut le savoir parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Donc environ le temps de réaction, on met 1 seconde à réagir. Donc bonne réponse A. Question 37. L'indice important est le regard de ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je décide de freiner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici nous sommes sur une route où on va croiser un piéton. Donc bien sûr l'indice important va être le regard de ce piéton. Pourquoi? Pour savoir sa trajectoire, parce que un piéton comme un automobiliste, il regarde là où il se dirige. Donc si ce piéton regarde bien devant lui, sa trajectoire va rester donc forcément devant lui. Si par contre ce piéton aurait regardé de ce côté-là, là le risque c'est qu'il traverse. Donc bien sûr, le regard du piéton est important et savoir aussi s'il nous a vus. C'est ça aussi, donc pour voir sa trajectoire et pour voir aussi s'il nous a bien vus. Est-ce que je décide de freiner? Donc bien sûr, là on va passer quand même assez proche du piéton. Donc là, apparemment, vu le paysage, on est hors agglomération. Il va falloir laisser à peu près 1,50 m de distance. Donc il va bien sûr falloir ralentir pour passer. Même si je laisse les 1,50 m, on passe assez donc lentement proche d'un piéton. Donc bien sûr, je décide de freiner. Donc bonne réponse A et C. Question 38. Dans cette situation, je circule en feu de croisement, réponse A, position seule, réponse B, brouillard arrière, réponse C. Alors, dans cette situation, quelle est déjà la situation? Donc, il pleut. Alors, lorsqu'il pleut,
on va utiliser les feux de croisement. Alors jamais en pleine journée, on va utiliser les feux de position seule. Les feux de position seule, c'est uniquement la nuit, en agglomération éclairée. Les feux de brouillard arrière, ça on les utilise uniquement partant de brouillard et partant de chute de neige. Jamais quand il pleut. Pourquoi? Parce que quand il pleut, le feu de brouillard arrière va nous éblouir. Donc quand il pleut, comme le véhicule, vous voyez qu'on aperçoit là en face, on va utiliser les feux de croisement. Bonne réponse A. Question 39. Je circule sur une chaussée en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis attentif au véhicule devant moi. Réponse C. Je suis attentif à l'intersection. Réponse D. Alors, pour savoir si je circule sur une chaussée en sens unique, il faut observer, donc éventuellement s'il y a des panneaux qui nous l'indiquent, donc là on n'a pas spécialement de panneaux. Sinon, donc l'indice très utile, ça va être la ligne côté gauche. Si cette ligne est continue, ce qui est le cas ici, on est en sens unique. Si la ligne serait discontinue, vous voyez comme celle-ci, on serait en double sens de circulation. Donc ici, nous sommes en sens unique. Donc oui, et forcément on va être attentif à tout ce qui se passe devant nous. Au véhicule devant moi, pourquoi, même s'il est très loin, si tout d'un coup il se met à freiner, à changer de trajectoire brusquement. Donc voilà, ça va permettre d'anticiper. Et je suis attentif bien sûr aussi à l'intersection de chaque côté si on n'a pas un véhicule qui arrive. Donc bonne réponse A, C et D. Question 40. Après la première visite, le contrôle technique d'une voiture s'effectue tous les 2 ans? Réponse A. Tous les 4 ans? Réponse B. Avant sa vente, si la dernière visite date de plus de 6 mois? Réponse C. Alors après la première visite, le contrôle technique d'une voiture s'effectue. Donc je vous rappelle, la première visite s'effectue avant l'âge des 4 ans du véhicule. Et ensuite, donc c'est renouvelé tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on doit refaire un contrôle technique. Par contre, si je vends le véhicule, donc le contrôle technique ne doit pas dater de plus de 6 mois. Donc si je vends mon véhicule et que le contrôle technique date par exemple de 8 mois, je dois le refaire pour qu'il ait moins de 6 mois. Donc c'est tous les 2 ans, et si je le vends, il doit dater de moins de 6 mois. Bonne réponse A et C.